Un parquet européen ouvre une enquête. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Sauf que cette enquête ne porte ni sur un crime commis en France, ni sur une infraction sur le sol européen. Elle porte sur un prétendu vol d'uranium, situé au Niger. Un État souverain, un territoire étranger, une ressource nationale. Cette situation soulève immédiatement une question fondamentale. Qui décide de ce qui appartient à qui quand il s'agit des ressources africaines? Derrière une procédure judiciaire présentée comme technique se cache en réalité un débat beaucoup plus profond, celui de la souveraineté, du droit international et de la persistance de réflexes coloniaux que certains affirment pourtant disparus. Ce que nous allons analyser ici n'est pas une affaire de faits divers, mais un révélateur géopolitique. Si ce type d'analyse vous aide à mieux comprendre ce qui se joue derrière l'actualité, pensez à partager cette vidéo. Décoloniser le récit commence toujours par faire circuler l'information. Revenons sur les faits. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour vol d'uranium au Niger. Relisons bien la phrase. Paris enquête sur un prétendu vol d'un uranium qui se trouve au Niger. Je répète, Paris enquête sur une affaire de vol d'un uranium qui se trouve au Niger. Pas en France, pas sur le sol européen, mais au Niger, pays souverain, membre de l'AES, détenteur légal de ses ressources naturelles. Et pourtant, la France agit comme si cet uranium lui appartenait. C'est là que le malaise s'installe, et c'est là que le système colonial, que certains continuent de nier et de nous traiter de complotistes, réapparaît bien sûr au grand jour. Selon les médias français, 1000 tonnes d'uranium civil, estimées à 160 millions d'euros, auraient disparu du gisement situé à Arlit, dans le nord du Niger. Ces gisements étaient exploités, depuis des décennies, par Orano Ex-Areva, entreprise stratégique du nucléaire français. À la suite d'une plainte déposée par Orano, le parquet de Paris ouvre une enquête pour vol en bande organisé au profit d'une puissance étrangère avec un soupçon dirigé vers la Russie. Déjà, une question simple s'impose, comment peut-on juridiquement parler de vol quand il s'agit d'une ressource située sur le territoire d'un État souverain, surtout que cet État n'est pas demandeur? Depuis juillet 2023, le Niger a changé de cap politique. Les autorités, sous la houlette du président Tiani, ont nationalisé les actifs miniens et renforcé le rôle de la SOMAI, la Société nationale du patrimoine minier. Le général Abdourahmane Tiani l'a dit clairement. Le Niger a le droit légitime d'exploiter ses richesses, tout comme tous les autres pays. Ce n'est ni une provocation, ni une déclaration de guerre, mais simplement l'expression classique de la souveraineté économique reconnue par le droit international et qui s'applique à tous les pays, même africains. Alors pourquoi Paris réagit comme si on avait volé un bien français? Rappelons les faits calmement. Orano exploite l'uranium nigérien depuis les années 1970. Pendant des décennies, le Niger a été classé parmi les pays les plus pauvres au monde, malgré un sous-sol qui alimente le parc nucléaire français, des routes inexistantes, des villages sans électricité, une population exposée aux déchets radioactifs, des retombées économiques faibles, des contrats opaques, un déséquilibre structurel. Et aujourd'hui, le même pays qui a profité de cet uranium pendant plus de 50 ans vient expliquer au Niger ce qu'il peut ou pas faire avec son propre uranium. La France a souvent affirmé que l'uranium nigérien n'était plus stratégique pour elle, que sa dépendance était limitée, que d'autres ressources existaient, et que l'électrification en France ne dépendait pas de cet uranium. Alors, une question simple s'impose. Si cet uranium n'est pas si crucial, pourquoi cet acharnement judiciaire, cet acharnement diplomatique et même sécuritaire? Pourquoi une enquête confiée à la DGSI? Pourquoi cette dramatisation soudaine? La réponse est bien sûr simple. Ce n'est pas seulement une question d'uranium, c'est une question de contrôle. Et subitement, la Russie est désignée comme l'ombre derrière l'affaire. Comme si le problème n'était plus la souveraineté nigérienne, mais le fait que le Niger ose regarder ailleurs que vers Paris. Posons donc la question frontalement. Si le Niger décide de vendre son uranium à la Russie, où est le problème? Est-ce que le Niger est sous tutelle? Est-ce que le Niger a besoin d'une autorisation française pour commercer? La souveraineté africaine, est-ce qu'elle est conditionnée? Selon vous, la souveraineté africaine est-elle aujourd'hui pleine et entière lorsqu'il s'agit de ressources stratégiques? Vos analyses nous intéressent.
Le débat se poursuit dans les commentaires. Cette affaire illustre parfaitement l'esprit des 11 accords coloniaux que certains continuent de nier, mais qui sont bien appliqués, notamment celui qui considère que les ressources stratégiques des anciennes colonies relèvent de la sphère d'intérêt prioritaire de la France. Même quand les textes ont disparu, les réflexes, eux, sont restés. Paris s'arroge le droit d'enquêter, Paris décide qui peut acheter, Paris juge la légitimité des décisions africaines. Ce qui se joue ici n'est pas un vol d'uranium, c'est la rupture d'un ordre ancien, un ordre où l'Afrique produisait pendant que d'autres décidaient. L'uranium est nigérien, il l'a toujours été, et le Niger est libre de le vendre à qui il veut, que cela plaise ou non à Paris. Et si après cette affaire, certains continuent encore de dire que les accords coloniaux n'existaient pas, que l'impérialisme occidental n'est qu'une vue de l'esprit, alors oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Maintenant, passons à la synthèse de la situation. En apparence, il s'agit d'un dossier judiciaire. Une plainte, une enquête, des tonnes d'uranium et des soupçons orientés vers une puissance étrangère. Mais à y regarder de plus près, aucune des questions essentielles n'est juridique. Le Niger n'a pas porté plainte. Le minerai est situé sur son territoire. Et le droit international reconnaît explicitement le droit des États à disposer de leurs ressources naturelles. Le vrai point de friction apparaît ailleurs, dans le moment précis où un pays africain décide de reprendre le contrôle de son sous-sol et de diversifier ses partenariats. Ce n'est donc pas l'uranium qui inquiète, mais la perte d'un monopole décisionnel. L'enquête, la dramatisation et la rhétorique sécuritaire deviennent alors des outils politiques utilisés pour rappeler implicitement qu'une certaine autonomie reste encore mal acceptée. Cette affaire pose une question simple, mais profondément dérangeante. La souveraineté africaine est-elle entière ou conditionnelle? Conditionnelle à l'accord d'anciennes puissances, conditionnelle aux intérêts énergétiques étrangers, conditionnelle à une orientation géopolitique jugée acceptable. Tant que ces questions continueront de se poser, les discours sur la fin du colonialisme resteront incomplets, car ce qui se joue ici n'est pas la disparition d'un stock d'uranium, mais la contestation d'un ordre ancien où l'Afrique produisait pendant que d'autres décidaient. Comprendre cette mécanique, c'est déjà refuser qu'elle continue à s'imposer sous d'autres noms. Et c'est précisément pour cela que ce type d'affaires mérite d'être analysé, expliqué et replacé dans son véritable contexte. Pour d'autres analyses calmes, documentées et ancrées dans les réalités africaines, abonne-toi à Géopulse AZ. Ici, on ne cherche pas à convaincre, mais à comprendre pour agir. Géopulse AZ, décoloniser le récit. Comprendre pour agir.